Ok, normalement vers moins quart on a fini. Bonjour à tous. Original. Je te propose, Thomas, de partir dessus. Un, deux. Bonjour à tous. Donc, j'imagine que pas mal d'entre vous ont suivi la keynote hier matin. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, moi aussi, j'ai eu l'impression de regarder une publicité pendant 2 heures. C'est pas forcément passionnant. Il n'y a pas eu d'annonce. Marker nous a donné l'impression qu'il allait nous parler des appliances au début et finalement il n'y a rien eu à la fin. Parce que normalement dans les publicités américaines qui sont assez longues, à la fin on a quand même un bout de film. Et là, rien du tout. Donc on va plutôt parler des sessions suivantes. Donc les sessions techniques que j'ai suivies, c'est alors d'abord sur Cloud Computing, une session qui s'appelait Cloud Computing Strategy, où Oracle repositionnait de manière un peu plus calme que ce qu'avait fait Larry dimanche après-midi, sa stratégie cloud. Et en fait, bon, ce qui n'est pas surprenant, enfin ce qu'on a tous compris, c'est qu'ils sont déjà positionnés sur le SaaS. Aujourd'hui, ils vont mettre l'accent et ils ont une légitimité pour ça, pour aller vers le PaaS. Donc fournir de la base et fournir du middleware, donc WebLogic avec ou sans application as a service, en mode cloud. Et ce que nous disait Oracle, c'est qu'aujourd'hui, ils estiment que 27% de leurs clients font du PaaS, uniquement privé. Et ils pensent que dans 5 ans, ce taux montera à 72%. Donc pour eux, la cible, c'est vraiment ça. Et ils situent en fait, après, en termes de public ou de privé, pour eux, le privé, c'est le PaaS et l'IaaS. On reviendra après sur le IaaS. Et le public, c'est l'ajout d'une part du SaaS et ensuite de ce qu'ils appellent Data as a Service, qui est en fait une capacité d'intégrer des données qui viennent de sources tierces comme Twitter, comme Facebook, dans un SI, mais les données sont fournies en fait par Oracle en mode service. Bon,
ils ont répété des messages habituels sur le fait que c'était les seuls à avoir une offre complète, SaaS, PaaS, IaaS, la même stack pour tout, pas de modification du code, et aussi que dans leur vision, au jour d'aujourd'hui, les clouds seront plutôt privés, en tout cas en termes de PaaS, et l'échange qu'il pourrait y avoir entre le privé et le public, ce serait plutôt sur d'avoir les environnements de production chez soi et d'avoir plutôt la partie testing en mode centre de débordement chez Oracle par exemple. Il y a un message qui est revenu aussi pas mal et qu'on a entendu dans plusieurs sessions, c'est que ce matin à 8h30, le keynote qui va venir, il va y avoir enfin l'explication de ce que Larry appelait hier le push, le fait de pouvoir déplacer des bases ou des WebLogic de chez soi au cloud public en appuyant sur un bouton. Donc ça va être intéressant, je pense que c'est une session qu'il faut suivre. Et alors, ce qui est revenu aussi, c'est quand on parle de IaaS cette fois, pour Oracle c'est vraiment un support au PaaS, c'est-à-dire que c'est pas là où ils vont aller se positionner, en tout cas commercialement, ça existe. Alors, il y a suivi une autre session après qui en parle et je vais vous faire un résumé, mais c'est vraiment un support du PaaS, c'est là où ils veulent aller. Hein. On a eu un peu de précision, donc ils ont fait un petit focus sur multi-tenant. D'identité et une couche messaging, qui avait des API de type Swift pour la partie stockage et de type REST pour la partie compute pour les interactions, donc toujours cette compatibilité qui revient. Mais rapidement, le présentateur nous a expliqué que même si la session s'appelait IaaS, on ne pouvait pas ne pas parler de PaaS. On est revenu à la charge en expliquant que le IaaS était surtout le support du PaaS. Donc on tournait un peu en rond, on a fini par avoir un peu de news à la fin quand même. Alors déjà la partie storage node, pour eux ils voient ça évidemment comme un élément qui permet de faire du stockage, donc qui est nécessaire au compute node pour stocker des données, mais ils voient ça surtout comme une possibilité pour les clients de déporter leur sauvegarde Herman dans le cloud, et donc finalement de s'en servir un peu comme d'un, je ne vais pas parler d'un site de PRA, mais une sauvegarde qui soit disponible, accessible depuis partout, y compris en cas de crash du site. Sur cette vision-là, les compute nodes, à l'intérieur, il y a une partie réseau, configurable, adresse publique, adresse privée, et il y a évidemment des VM, et en fait, tout ce qu'on a eu comme information, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des VM avec, en unité processeur, des fractions de cœur, ce qui pose des questions, notamment autour. Enfin, on imagine que l'IaaS repose sur OVM, Oracle Virtual Machine, les Oracle Virtual Machine. À ma connaissance, OVM ne sait pas travailler avec des fractions de cœur, ce sera à creuser. Donc la question que je vous posais, c'est comment ils font ça. L'autre précision qu'on a eue, c'est qu'en termes d'OS, ces VM ne contiendraient pour l'instant que Oracle Enterprise Linux. Alors, si on fait référence à OVM, aujourd'hui OVM, c'est Oracle Enterprise Linux, Windows, Solaris. Donc c'est pas surprenant. Qu'on pourrait y accéder avec les API chef, donc tout ce qui est orchestration. Ils ont prévu qu'on puisse associer. Alors, en fait, les compute nodes ne contiendront pas de stockage autre que celui nécessaire au fonctionnement de la machine elle-même. Donc il y aurait systématiquement des storage nodes en plus. Et ils ont travaillé pour que on puisse créer des histoires de dépendance, c'est-à-dire qu'un storage node puisse être attaché à un compute node et démarrer ensemble, qu'on puisse positionner les scripts de démarrage, avoir un peu de latitude. Donc rien d'extraordinaire par rapport à ce que fait déjà la concurrence.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à hier sur la partie cloud. On a quand même des messages communs qui sont rabâchés, bien cohérents par tous les intervenants. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous une bonne définition de l'in-memory, par exemple. Tu peux nous prendre 2-3 minutes pour nous mettre tous au même niveau? Alors, in-memory, ça a été largement abordé par Tom Kite dans une session vers 11h qui s'appelait 12.1.02 New Features, où il expliquait un peu ce qui avait changé avec cette nouvelle version. C'est une option qui est centrale chez Oracle. Dans une session ultérieure, il y a une session qui s'appelait in-memory, je ne sais plus si c'était Deep Dive ou... Enfin, bref, qui était tenue par Juan Loaiza. Juan Loaiza, c'est le patron de la partie système, notamment ingénieur système, et c'est lui qui a tenu cette session-là. Et en fait, c'est vraiment, enfin, c'est cette option-là qu'ils vont essayer d'intégrer avec leurs produits. Je vais expliquer un petit peu après ce qu'ils veulent faire. Je vais juste revenir sur in-memory. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais je vais essayer de l'expliquer en 2 mots. Hein. Alors déjà, c'est une option qui a été annoncée l'année dernière, en septembre 2013, par Larry Ellison, qui devait sortir d'ici la fin de l'année, et en fait qui est sorti au mois de juin de cette année, donc avec pas mal de retard, sur laquelle on a eu beaucoup de théories l'année dernière et un peu plus de pratique cette année. Donc le concept d'in-memory, c'est de créer une nouvelle zone mémoire. Donc aujourd'hui, dans votre base de données, vos données sont stockées en mode bloc dans des fichiers qui sont sur du stockage, et vous avez un cache qui s'appelle le database buffer cache, qui est une représentation d'une partie de ces blocs, les plus fréquemment accédés, et qui sert à accélérer vos requêtes. Un accès mémoire étant au moins 10 fois plus rapide qu'un accès disque. Ce qu'ils ont fait avec in-memory, c'est que pour tout ce qui est requête analytique, quand vous voulez sélectionner une ligne dans une table, le database buffer cache est pertinent, puisque les lignes sont stockées dans des blocs, on accède via un index InPK, c'est un accès unique, c'est ce qui est le plus rapide. Par contre, quand vous voulez faire la somme des chiffres d'affaires d'un client, là, avec un cache classique en mode ligne, là, vous êtes parti pour faire un full scan de la table, donc ça prend du temps, etc. Ou alors on peut créer des index analytiques à côté, donc ça devient assez compliqué. Ce qu'ils ont proposé là, c'est de créer un nouveau cache qui permet d'exposer une partie, et uniquement une partie, des données, notamment les plus accédées en mémoire, mais en mode columnar, donc stocké en mode colonne, compressé en mémoire, avec la promesse que les requêtes qui font de l'analytique sur votre base, notamment, souvent c'est sur la base transactionnelle, seront accélérées jusqu'à un facteur de 100. Ça, c'était le message de l'année dernière. La deuxième promesse, c'était, puisque on accélère les requêtes de type analytique, on devrait pouvoir se passer des index analytiques. Pour une table XY, vous avez peut-être 2, 3, 4 index qui sont liés aux contraintes d'intégrité, primary key, les clés étrangères, etc. Et vous avez parfois 5, 10, 15, 20 index qui sont liés à l'analytique, donc qui servent en fait à permettre de faire de l'analytique sur du transactionnel. Et qui pèsent 50 à 80%. Et qui pèsent souvent plus que les données, en termes de volume. Ça pèse plus que les données. Quand on insère une ligne, c'est ça qui est le plus coûteux, parce qu'il faut mettre à jour tous les index associés. Donc ce que dit Oracle, c'est non seulement on va accélérer vos requêtes analytiques, avec un facteur 100, mais en plus, puisqu'on va beaucoup plus vite avec ce nouveau cache, on va pouvoir supprimer les index de type analytique, et on va aussi accélérer votre transactionnel. Alors, Tom Kite, lui, il revient un peu sur ces concepts dans sa session. Il explique qu'en termes de ratio de compression, on devrait se situer entre 2 et 20. Ça veut dire que non seulement on va accélérer ces requêtes analytiques, mais en plus, comment on va être capable de compresser, si on imagine de mettre que la partition courante des commandes ou des factures, imaginons qu'elle fasse 100 gigas, si on arrive à la compresser avec un ratio de 20, on n'a besoin que de 5 gigas de mémoire. C'est quand même intéressant parce qu'avec 5 gigas de mémoire, on va parfois diviser par 10, 20, 30, 40, 100 les requêtes analytiques, on va diviser par 2, on va multiplier par 2 les transactions par seconde, donc on est capable de faire tout ça avec 5 gigas de mémoire. Et dernière chose sur in-memory, comme tout ce que fait Oracle, pas de changement au niveau du code applicatif, et une simplicité de mise en œuvre triviale. On définit une mémoire, une zone mémoire, on indique quelle partition ou quelle table va dans cette zone mémoire, et c'est terminé. Donc, la promesse à suivre. Merci Thomas. Olivier, côté middleware,
un peu d'informations. La SOA. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, côté middleware, on était un petit peu resté attentif sur les annonces de Larry. Il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu quelques accroches qu'il avait fait. Il avait parlé de WebLogic, par exemple. Et pourtant, on pressentait des annonces. Alors, j'en ai deux. Donc moi, j'ai assisté à des sessions techniques orientées produits. Et donc j'ai deux sujets aujourd'hui à présenter. Un sujet qui est complètement nouveau, qui est extrêmement intéressant, qui fait changer un peu le paradigme de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc premier sujet, c'est iPaaS. Et le second sujet, c'est la SOA 12C, même si elle est déjà disponible depuis quelques mois. On va regarder la roadmap en fait, de la SOA. Les nouveautés à venir, donc proches et le futur. Donc, premier sujet, iPaaS, donc intégration plateforme as a service. C'est une toute nouvelle offre d'intégration. Et pourquoi on change de paradigme? Parce que quand on voulait faire de l'intégration de solutions, de services, on utilisait donc la SOA Suite jusqu'à maintenant. Et là, Oracle a décidé de faire une toute nouvelle offre, cloud, bien évidemment, où l'objectif c'est de dire on ne passe plus de temps dans le déploiement des solutions, donc pour les architectes ne veulent plus passer de temps, mais en fait on utilise des services qui sont fournis par Oracle, donc dans le cloud. Alors comment ça se présente en fait? Donc Oracle fournit des connecteurs pour l'intégration de solutions. La démo elle avait été faite avec PeopleSoft et eBiz. Donc vous avez une solution, vous avez votre propre solution qui est soit dans le cloud, soit chez vous, on-premise. Vous dites j'ai un message sortant, People, dans l'exemple qui est donné. Vous l'envoyez sur le cloud Oracle. Oracle se charge de la médiation du message, c'est-à-dire la réception du message, la transformation du message et l'envoi via un autre connecteur vers Ibis, qui est soit également dans le cloud, soit chez vous. Donc le principe, il est extrêmement intéressant. Moins d'intégration donc? Moins d'intégration, ça c'est évident. Et surtout, ça change complètement, comme je disais, le paradigme de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est assez génial, c'est que la démonstration, franchement, ça peut sembler extrêmement facile, puisque c'est tout en mode web, hein, c'est réellement, grosso modo, vous donnez vos adresses de service, et Oracle se charge de la médiation entre les deux applicatifs. Alors évidemment, le nouveau produit paraît très très simple, paraît particulièrement intéressant. Il faut quand même un avis, donc l'avis on va le donner, un avis d'expert, vous êtes venu pour ça. Moi-même j'ai travaillé sur l'intégration via la SOA sur de l'Ibis. Et donc le produit me dit c'est génial, je vais aller beaucoup plus vite, ça c'est une évidence. Cependant, ce qui a été montré, c'est de l'intégration de messages. Donc en fait, ce qu'on fait dans la SOA, il y a l'intégration, il y a la médiation, il y a le routage, il y a la gestion des transactions, tout ça n'a pas été présenté. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner plus d'informations sur iPaaS, puisque Oracle ne l'a pas présenté. En tout cas, on n'est pas du tout au niveau des fonctionnalités de la SOA Suite. Ça, c'est certain. Ce qu'a dit la responsable de l'intégration, donc c'est Simone Jeb, c'est que derrière, il n'y a pas de secret, c'est pas une nouveauté qui a été entièrement écrite pour iPaaS, hein, derrière c'est une SOA. Ça c'est évident. Donc en fait, c'est une SOA qui met à disposition dans le cloud. Pour l'instant, il n'y a que la partie connectique, intégration et le routage apparemment très simple entre les deux applicatifs, mais il manque beaucoup de choses qu'offre la SOA, hein. Donc tout ce qui est la gestion d'erreurs, l'exploitation de votre solution, etc., etc. Donc oui, plus rapide, mais peut-être pas les mêmes projets. Ce que tu dis, c'est que c'est pas la SOA Suite derrière, c'est ça? Si, c'est la SOA Suite, mais ce qui a été présenté, c'est une toute petite partie de la SOA Suite. Et en plus présenté pas de la même façon. Donc positionnement du produit iPaaS, à voir. Est-ce que c'est
Ce qui est assez génial, c'est qu'on change vraiment de, comme je dis, de paradigme, d'approche. Et ce qu'a dit également Oracle, c'est que là, il y a quelques connecteurs, il y en aura de plus en plus, et ces connecteurs vont être présentés dans une marketplace. Donc, une marketplace qui semble ouverte. Alors peut-être on peut imaginer d'autres connecteurs qui ne soient non Oracle, qui soient fournis donc par des tiers. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Une marketplace qui sera ouverte aussi sur les retours utilisateurs. Donc on pourra noter en fait les connecteurs. Et ça c'est absolument génial parce que pourquoi? Parce que forcément ça nous fait penser à des offres de services dans le cloud, des notations, des échanges. Alors Oracle ne l'a absolument pas cité, ça c'est mon interprétation, ça fait peut-être un petit peu rêver, mais on imagine quasiment un store. Pour moi le principe il est à peu près le même. Un store d'API. Un store d'applications exactement comme Google, comme Apple. Moi je vois ça. Alors on est tout au début, on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas c'est quelque chose côté DSI qui est absolument à surveiller, parce que c'est vraiment un changement d'approche. Voilà. Donc à suivre vraiment. On est tout au début, mais c'est vraiment quelque chose à suivre. Et côté monitoring de l'ESB ou des performances? Alors, côté monitoring, il y a deux choses. Il y a le monitoring purement applicatif, donc qu'est-ce qui transite dans cette solution. Donc là encore, je n'ai pas vraiment de réponse. La démo ne le présentait pas. Côté SOA, on a énormément, on a des outils pour le faire qui sont extrêmement, qui sont pas mal, surtout dans la version 12. La version 12, c'est vraiment une belle amélioration. Là, on n'a pas. Et il y a le monitoring technique également, donc applicatif technique. Pour l'instant, on n'a pas les infos. Voilà. Mais ce que je dirais que c'est vraiment à suivre. Il faut rester sur l'actualité de cette solution. Et il y a des events prévus, des sessions particulières pour suivre d'ici la fin de la semaine? Alors, il y en avait hier. Je pense qu'il y en a encore. Je vais revérifier. Là, juste derrière, et puis je peux donner les infos là-dessus, il n'y a aucun souci. Merci Olivier. Voilà, alors peut-être deuxième sujet, puisque j'avais promis deux sujets, donc celui-là c'est c'est vraiment comme je disais, le sujet détonnant même. Le deuxième sujet, j'ai regardé tout ce qui concernait la SOA 12C, donc il n'y a pas eu d'annonce de sortie de la SOA 12, puisqu'elle est sortie en juin. D'ailleurs, chez EasyTeam, on a un projet sur la SOA 12 qui arrivera en production d'ici quelques semaines. Donc, on a travaillé déjà depuis juin sur la SOA 12. La SOA 12C, les grandes orientations, c'était évidemment le cloud. Donc là, je reviendrai avec des adapters spécifiques au cloud. C'est la mobilité, c'est l'Internet des objets, c'est le social. Donc ça, j'y reviendrai pas parce que nous-mêmes, on n'a pas encore travaillé là-dessus. C'est nouveau. À ma connaissance, je ne connais pas de projet sur ces sujets-là, mais en tout cas c'est aussi une orientation future pour la SOA et c'est des améliorations techniques qui sont conséquentes. Voilà. Et puis de la sécurité aussi. Et la sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la SOA, alors également en version 11, donc la précédente, mais celle qui est utilisée en majorité, il y avait déjà des gestions de sécurité, donc de services, web service notamment avec OWSM. Donc peut-être qu'on y reviendra plus avec les gens de tout ce qui est infrastructure. Peut-être voilà. Donc, je ne lui enlève pas le sujet, mais il y a des choses qui existaient déjà là-dessus. Donc il est tout à fait possible d'appeler des services externes, donc déjà du cloud. Également en version 11, nous on l'a fait. On l'a fait également chez un client. On a fait l'intégration de services dans le cloud, on a fait l'intégration de services Google, de calendrier notamment. Donc on a un peu plus d'un an d'expérience là-dessus. Ça c'est quelque chose qui a été fait chez un de nos clients. Voilà. Donc pourquoi, si on pouvait déjà faire quelque chose, la version 12 est vraiment positionnée cloud à l'inverse de la 11, tout simplement parce que tout ce qui est cloud, en fait on accède aux services en REST JSON. Donc en fait, c'est des messages qui sont non structurés, alors que dans la majorité de la SOA, on accède en SOAP aux messages, c'est-à-dire des messages structurés en XML. Donc l'accès aux données en structuré est assez facile avec du XPath, avec des choses comme ça.
avec du non structuré JSON, enfin REST JSON, l'accès est plus difficile. En fait, il faut y accéder en JavaScript, donc pas possible dans la SOA 11, il faut faire un peu autrement. Dans la 12, pour l'instant, on n'a pas l'accès direct, mais justement, dans la roadmap, donc, qui va arriver d'ici quelques mois, dans les nouveautés, nouvelles versions, il y aura l'accès natif à JSON. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de SOA, en fait, il y aura des connecteurs JavaScript direct dans la 12, et à partir de là, l'étendue d'accès au service cloud sera beaucoup plus large. Il y aura aussi également pour le cloud dans la prochaine release ou les prochaines releases, hein, on n'a pas eu exactement, on a eu mi-2015 à peu près. C'est des connecteurs cloud directs, alors des connecteurs par exemple SAP qui seront disponibles, Ibiz, PeopleSoft, des choses comme ça. Alors je sais que ça intéressera certains de nos clients présents, donc c'est également à surveiller. Voilà. Ce qu'il y aura également en nouveauté sur la prochaine release qui est extrêmement intéressant, c'est la mise à disposition d'API. Donc en fait, les API, c'est pour simplifier le développement, pour pouvoir accéder à des fonctions riches des solutions que vous intégrez assez facilement. Donc jusqu'à maintenant, il y a une grande partie d'orchestration que vous devez faire pour accéder à vos services, par exemple, se connecter, avoir des informations, exploiter l'information, rediriger vers une autre fonction de votre applicatif. Là, ça sera beaucoup plus intégré, les API seront disponibles. Donc voilà. Autre grande nouveauté, puisqu'on parlait de supervision, donc la supervision applicative actuellement, dans la 11, dans la 12, on fait le BAM, donc c'est le Business Application Monitoring. Dans la 11, donc disponible dans la 11 et même dans les versions précédentes, la 12 a apporté déjà des nouveautés, le support de tout navigateur, hein, tout se fait en web. Et la prochaine release, en fait, il y a une nouveauté, c'est Predictive BAM. Alors ils ont été très vite. Moi, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait du monitoring applicatif, vous avez votre temps réel. Est-ce que le Predictive BAM, ça veut dire que vous avez le futur, monter en charge, des choses comme ça? Je ne sais pas, c'était très vite. Si c'est le cas, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Donc, on peut surveiller également. Voilà. Alors, dernière petite chose. Encore une info. Encore des infos, parce que c'était très riche, je vous ai dit hier, bon, moi, un petit peu, je vais pas dire déçu, parce que il y a eu des accroches, tout ça, mais j'étais en attente de nouveautés, et j'ai pas été déçu. On verra sur les jours à venir. La projection maintenant, donc on parle plus de mi-2015, mais on parle au-delà. Il parle de in-memory SOA, donc j'ai pas d'infos, mais là encore, comme au niveau des bases, si c'est les mêmes choses, ça peut être extrêmement intéressant. Multi-tenancy également, donc là encore, on est sur des mêmes notions. Comment ça va se traduire côté middleware, je ne sais pas, à surveiller. Et la dernière fonctionnalité aussi, future, qui est très technique, mais qui est aussi extrêmement intéressante, c'est l'agile patching de composites. En fait, les composites, c'est vos éléments élémentaires de traitement de données, là où vous faites vos transformations de messages, vos routines de messages. Il semblerait que sur les versions futures à venir, donc on n'est pas mi-2015, on est après, il est possible de faire du déploiement de ces composites à chaud. Jusqu'à maintenant, vos composites interrompent les transactions. Si vous êtes sur des transactions longues, par exemple des choses asynchrones, il faut planifier vos déploiements pour éviter que vos transactions soient entre deux états, même s'il y a des gestions, des choses qui sont possibles. Mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie. Là, avec le patching à chaud, il semble qu'il soit possible de le faire. Donc beaucoup plus de réactivité sur la gestion de votre runtime. Voilà. Bon, on en saura plus OpenWorld 2015, donc. Je pense qu'on ne pourrait pas être étonné d'avoir encore des choses supplémentaires. On voit que ça s'accélère. Vous êtes obligé de revenir énormément. C'est bête. Donc voilà. Alors Eugène, on a parlé de sécurité, mais j'ai aussi entendu le multi-tenants encore et encore et encore. Tu peux nous remettre tous au niveau là aussi, peut-être? Bonjour à tous. Alors moi, je me suis un petit peu promené. J'ai été dans les démogrammes pour parler avec les spécialistes produits. Ensuite, j'ai assisté à des sessions sur la business value dans le cloud.
et des sessions sur la sécurité et également sur les systèmes oraux. Ça, c'était le programme d'hier. Alors, avant de rentrer dans les annonces, je vais faire une petite... pour moi, il y a une certaine forme de cohérence dans les annonces qui ont été faites hier, puisqu'on retrouve à chaque fois la notion d'in-memory qui est poussée. D'accord, multitenante de café, de chocolat, multitenante, on le retrouve partout. J'étais assez étonné parce que, par exemple, au niveau de la FS1, la bête de stockage, ils ont parlé d'une multitenante de domaines. Je veux bien, mais je ne comprends pas. En fait, ce que ça veut dire, pour moi, c'est de faire de la QoS sur le stockage avec du partitionnement, c'est du partitionnement. Donc, je pense qu'il y a aussi des vocables qu'ils essayent de pousser pour justement culturellement faire évoluer les mentalités des clients pour être sur. Tu vois, moi je vois 2 points: in-memory partout, multitenante partout. Sur l'intégration de services, je suis un peu dans le désordre parce que pour relier un petit peu ce qu'a dit Olivier, j'ai participé à une session où j'ai pu assister à une démo live d'intégration d'applications dans le cloud en push button. Je trouvais ça magique, je me suis dit je vais m'y mettre moi aussi. Voilà, je vais m'y mettre parce que ça a l'air facile. Bon. Manifestement, la complexité évidemment elle est masquée, hein, parce que ça veut dire qu'on fait référence à un catalogue de services qui est déjà présent, déjà disponible. Donc soit on l'a développé, soit on l'a souscrit, dans tous les cas il faut quand même des éléments. Et les briques qui permettent de faire ça s'appuient sur des briques de la SOA, dit Olivier. Voilà. Via un produit qu'ils appellent Cloud Services Intégration. Bon. C'est de la SOA encapsulée avec d'autres choses pour faire ça. J'ai trouvé ça un petit peu, comment dire, facile. Voilà. Je pense que la complexité, elle peut être assez lourde derrière. Bon, en tout cas, la démo était sympa. Et voilà, ça c'est le premier point par rapport à ça. Sur la sécurité, j'étais un petit peu frustré parce que sur les sessions auxquelles j'ai assisté, on présente les nouvelles fonctionnalités de la 12C sur la sécurité, notamment Real Application Security, Data Redaction, etc., qui permettent de faire de l'introspection de sécurité directement au niveau des privilèges sur les données auxquelles on accède, qui ne sont pas des nouveautés en soi, qui n'apportent pas d'éléments, on va dire, intéressants par rapport à la stratégie cloud. Donc là-dessus, on y reviendra tout à l'heure quand on va parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui, hein, sur les questions qui se posent et sur lesquelles, pour moi, je n'ai pas eu de réponse. Sur les clouds publics, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est l'offre en gamme avec un premier niveau backup as a service. Donc on accède à une base et on a le service de sauvegarde qui est fourni avec. Et une montée en gamme pour aller jusqu'à de Muscodas avec des services évolués. Bon. Donc là, en soi, on s'apparente un peu à ce qui est fait chez Amazon. Encore, il faudrait voir hein, l'aspect coût et licence. Et là, je pense que Fabien pourra commenter ça tout à l'heure. Voilà. Sur les engineer systems, alors, le point que j'ai trouvé intéressant, c'est sur la X48 qui va sortir, c'est le fait d'introduire la virtualisation sur Exadata. Bon. Donc je parlais donc avec un des product managers présents et je lui demande à quoi ça va servir de virtualiser sur Exadata. Puisqu'on a déjà Supercluster, Exalogic, c'est déjà présent. Est-ce que ça ne va pas amener de la confusion dans l'offre Exa? Parce que bon, il n'a pas su me répondre par rapport à ça. En tout cas, l'avantage que moi j'y vois, c'est que ça permettra de fournir, au lieu d'avoir sa base de données d'un côté, ses applications d'un côté, etc., le même niveau de service et bénéficier des éléments structurants d'Exadata pour son application et sa base de données.
Donc, et puis bon, après peut-être ce qui peut être intéressant, c'est peut-être le coût licence qui peut être amoindri par rapport à l'usage. Ça pareil, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Donc c'est la prochaine version qui va arriver, on attend ça parce que c'est vraiment intéressant de savoir ce que ça va apporter. Néanmoins, pour moi, il y a quand même une confusion avec Supercluster. Après, c'est peut-être aussi des échelles de gamme aussi. Parce que Supercluster, c'est un peu plus gros à voir. Un autre point, la baie de stockage FS1, Flash Storage One. Donc j'ai eu un monsieur qui était habillé en agent du FBI, là, avec des lunettes. C'était pas mal. Donc il a présenté ça comme la baie de stockage du futur en flash, 10 fois plus rapide, 100 fois plus rapide, voilà. Qu'est-ce que je peux en dire sur les annonces sur cette baie-là? En fait, on peut aller jusqu'à 16 nœuds, donc on va fonctionner en mode clustering. Jusqu'à plusieurs pétabytes en flash, donc ça fait quand même du volume, avec des débits annoncés qui peuvent aller jusqu'à 80 gigas par seconde. Bon. Du point de vue de l'architecture, là voilà la fameuse notion de multitenante de domaine, pour aller un petit peu challenger les data domaines OMC, avec des benches présentés comme à minima 5 fois plus rapide en débit I/O, écriture et lecture, et de la QoS également. Concrètement, ça reste quand même à vérifier, parce que les autres aussi font aussi du flash au niveau des baies, donc on fait dire un peu ce qu'on veut au bench. Voilà. Alors j'ai vu un autre sujet intéressant, c'est OpenStack, qui est vraiment présenté, là, Olivier, là je reviens sur ce que tu as dit hier, hein, comme l'outil de gestion commun en fait des plateformes, qui permettra de garantir qu'on soit en cloud privé public, une automatisation des déploiements garantie. Voilà. Bon, moi ça me pose un petit peu, ça pose un petit peu un problème pour moi, parce que la notion de cloud hybride, ça veut dire cloud Oracle, cloud Azure, cloud autre. Comment je fais pour déployer mes applications dans des clouds qui ne sont pas forcément uniformes. Voilà. Donc ça je ne pense pas qu'il y ait une réponse tout de suite. Et pardon. Je pense que Oracle va fournir des connecteurs pour permettre de le faire, mais ça n'a pas été annoncé. Autre point intéressant que j'ai vu sur la sécurité. Voilà. Sur la sécurité, en fait, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont parlé d'un produit qui s'appelle data masking, data subsetting. Bon. Data masking, c'est un produit qui existe depuis un petit moment, qui permet de faire de la ségrégation de données sur les environnements qu'on met à disposition pour le développement et l'intégration, de manière à masquer les données d'entreprises qui ont de la valeur. Et data subsetting, c'est son ami, qui permet juste de supprimer ou de compléter ces informations. Donc la transformation de données pour les environnements connexes, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai trouvé que l'annonce n'était pas super intéressante. Donc j'étais un petit peu frustré moi sur les aspects de sécurité. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine cohérence pour la dimension infrastructure du point de vue du stockage et la résilience des éléments qui sont fournis. Donc de ce point de vue-là, les annonces sont assez intéressantes. J'ai vu aussi, je suis parti voir aussi les gens qui s'occupent de l'appliance Zero Data Loss. Zero Data Loss. J'étais avec Stéphane Levis, on était ensemble. Donc pareil, j'ai posé des questions sur l'intérêt de cette plateforme vis-à-vis de la concurrence, et notamment par rapport au mécanisme de sauvegarde. Est-ce qu'on va aller capturer directement les transactions au niveau des road logs
Il doit avoir on va dire des process qui vont archiver. Enfin voilà, j'ai trouvé que ça n'amenait rien de plus que ce qu'on fait déjà avec les autres baies, si ce n'est que ça va très très vite. Et je pense que c'est un rebranding des solutions qui ont été achetées antérieurement. Voilà. Bon, voilà pour la journée d'hier, c'est ce que j'ai vu. Merci Eugène. En plus, vous avez vu un petit côté contemplatif. On buvait tes paroles en fait sur ce lever de soleil. J'amène le soleil, j'amène le soleil. Allez, dernière partie des experts sur la partie licensing. Fabien. Alors, donc, sur l'ensemble des milliers de sessions disponibles pendant OpenWorld, il y en avait une qui contenait le mot licensing, qui était Operational Agility with Flexible Oracle Licensing Options. Alors, sujet très... On espérait, enfin, on ne savait pas trop ce que ça pouvait être. J'y suis allé, donc en fait, c'était une présentation très très commerciale de Verizon, qui présentait donc son DB as a service, alors la possibilité de tarifer à l'heure, enfin en gros ils présentaient leur cloud en expliquant qu'ils faisaient la même chose que l'ensemble des autres clouds. D'un point de vue licence, en gros ils ont acheté des licences de type hosting à Oracle, ce qui permet de les sous-louer, on va dire de sous-louer l'utilisation de ces bases aux différents clients. Alors l'intérêt que je vois sur ce type de fonctionnalités, c'est pour les bases qui ont des besoins de ressources, on va dire, fluctuantes. Typiquement, les e-commerce au mois de décembre vont avoir des pics de charge et pourraient avoir besoin de 2 à 3 fois plus de ressources CPU. Donc en termes de licence Oracle, la problématique c'est qu'il faudrait les payer pour toute l'année. Là, ça permet d'avoir à payer ce surplus de licence simplement sur les mois de charge supérieurs. Bon. Donc par contre, discours juste très commercial, on ne parle pas du tout de licence d'une manière générale. Comme à l'habitude, on va dire avec Oracle, on reste bien flou sur ce sujet. Mais bon, t'as pas fait que cette séance-là. On est d'accord. Donc t'es allé derrière le rideau. Je vais quand même rappeler aussi un tout petit peu au niveau licence, le cloud, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut bien comprendre les règles vis-à-vis de la virtualisation. Oracle gère la virtualisation de différentes manières en fonction des technologies utilisées. En gros, il y a 2 technologies, soit c'est du partitionnement logiciel, soit c'est du partitionnement hardware. Donc la plupart des acteurs du cloud vont vous proposer des solutions qui ont du partitionnement logiciel. Alors, en termes de licence Oracle, sur le partitionnement logiciel, Oracle prend en compte l'ensemble des processeurs, de l'ensemble des serveurs sur lesquels peut s'exécuter la VM. Donc dans un cloud Amazon, imaginez, typiquement s'il n'avait pas des règles particulières, un client qui utiliserait le cloud Amazon pourrait avoir à payer l'ensemble des processeurs de l'ensemble des serveurs d'Amazon sur un cluster. Donc on va parler de quelques millions de licences, j'imagine, en processeurs. Donc c'est ingérable. Alors pour ce type d'acteurs du cloud, Oracle a mis des règles spécifiques. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Donc sur la partie partitionnement logiciel, donc Oracle est très peu souple, clairement, voire plutôt très rigide, et vous allez devoir payer beaucoup si vous ne dédiez pas des fermes ou des serveurs, on va dire, à l'exécution des process Oracle. Alors, donc ça c'est la partie virtualisation, partitionnement logiciel, pardonnez-moi. Et donc sur la partie partitionnement hardware, donc certains acteurs du cloud vous proposent ce type quand même de partitionnement. C'est en gros, dès qu'on vous propose un serveur dédié, ou un cluster dédié, on va dire, puisqu'il y a toujours un petit peu des possibilités de PRA, on va dire, de reprise de données en cas de crash du premier serveur. Auquel cas, bon, effectivement, d'un point de vue licence, Oracle ne vous demandera de payer que sur la machine sur laquelle s'exécute le produit. Tant qu'on n'est pas sur un cluster de N machines physiques. Voilà. Donc sur le cloud,
il y a aujourd'hui des règles très particulières pour deux acteurs du cloud. Probablement un troisième très prochainement, Oracle, qui aura ses règles propres et très particulières, bien évidemment. Donc, sur ces règles-là, en fait, Oracle a autorisé ses acteurs, donc Amazon et Azure, à tarifer en vCPU. En gros, on regarde les CPU virtuels et on se moque complètement de l'architecture réelle qui est en place derrière. Donc c'est quand même, on peut y voir un intérêt relativement fort, puisqu'il y a aussi des règles particulières vis-à-vis de la gestion de la standardisation. Sur les environnements cloud, d'Amazon et d'Azure, vous avez la possibilité d'installer de la standard édition en sachant que derrière, les serveurs qu'ils vous ont mis à disposition sont bien plus gros que des serveurs de 4 sockets normalement si vous faisiez ça in-house. Donc, les règles sont vraiment différentes pour ces deux acteurs. Toutes les autres offres de cloud n'ont pas de règles particulières. Donc il faut toujours faire bien attention à ce qu'il peut y avoir derrière en termes d'architecture, parce que vous pourriez vous retrouver dans le cas d'un audit Oracle avec un besoin de licence énorme lié à l'infrastructure de l'hébergeur. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et aujourd'hui, donc les règles sont spécifiques pour simplement deux acteurs du cloud. Alors justement, je crois qu'en tant qu'ancien des équipes LMS chez Oracle, c'est aller voir tes anciens collègues pour creuser? Tout à fait. Alors, comme d'habitude, rien ne change. À leur niveau, il n'y a aucun changement sur les règles, rien ne va évoluer. Bon, j'ai fait 5 ans dans l'équipe LMS Oracle France. Le jour où les core factors ont été introduits, on a été prévenu le lendemain. Donc, je sais qu'ils n'ont aucune information sur les potentiels changements sur les règles de tarification. Donc ça a été très drôle. Après, j'ai creusé un autre sujet sur Exadata. En fait, aujourd'hui, la problématique Exadata, c'est que vous n'avez pas la possibilité de partitionner, donc de découper la taille de du gros serveur pour limiter le coût des options principalement. De toute façon, l'Exadata, c'est la database machine, donc les clients comprennent bien qu'ils doivent acquérir les licences pour la base de données pour l'ensemble de la machine. Jusque-là, c'est logique. Après les options, très souvent, il y a une problématique si vous avez une base de données qui utilise le partitioning, par exemple, vous allez devoir payer cette option pour l'ensemble du serveur. Alors, je suis allé creuser un petit peu auprès des experts techniques et j'ai eu la chance de tomber sur un des développeurs qui travaille sur l'intégration d'OVM dans Exadata. Alors, OVM, c'est la solution qu'Oracle propose pour partitionner sur la plupart de ces machines. Donc, d'un point de vue licence, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations sur comment ça sera pris en compte par la suite. Est-ce que LMS acceptera de prendre en compte le partitionnement sur Exadata? Mais on imagine que si OVM peut enfin s'exécuter sur cette plateforme, Oracle reconnaîtra le partitionnement et donc on y voit un intérêt grand pour les clients qui pourraient migrer beaucoup plus de bases de données avec des environnements un peu complexes qui nécessitent beaucoup d'options. Voilà. Bon, je suis navré, je sais que c'est passionnant et qu'on en a beaucoup à dire. Heureusement, on a encore demain et après-demain. Je vais peut-être appeler Philippe, qui est directeur technique national chez EasyTeam, pour nous faire une dernière synthèse de ce qu'il fallait retenir dans toutes ces annonces d'hier. Bien, bonjour à tous. Oui, donc, après ce que nous ont dit l'ensemble des experts, moi j'ai retenu finalement trois mots-clés qui sont la façon Larry, enfin, qui sont les mots-clés à retenir en fait pour la journée d'hier. On va voir s'ils continuent en fait sur cette dynamique dans les sessions à venir. Mais finalement, voilà, ce qui revient tout le temps dans le discours d'Oracle, c'est multi-tenant, in-memory et plateforme as a service. La partie multi-tenant, ils la déclinent maintenant sur l'ensemble de leur stack technologique en fait. Donc sur la database, ça c'était déjà un fait établi, hein, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça arrive sur WebLogic également.
Donc la notion de partition de domaine qui arrive dans WebLogic, qui va permettre d'isoler en fait à la fois les JVM, les RIM à l'intérieur même d'un domaine WebLogic, et puis d'aligner derrière aussi la partie pluggable database pour faire fonctionner tout ça. Sur FS1, Eugène en a parlé tout à l'heure également, cette notion est introduite. On ne sait pas encore à quoi ça va correspondre. On attend pas mal des sessions d'aujourd'hui pour avoir du détail. Et puis sur la partie SOA, ça commence à arriver également. Tout ça, finalement, ça va dans le sens du positionnement d'Oracle sur son offre cloud. Le multi-tenant, c'est je mutualise un maximum de ressources. J'ai une seule installation pour gérer plusieurs instances. Et donc derrière, j'optimise à la fois la gestion de mes ressources matérielles, je suis censé réduire les coûts également, et en même temps j'assure un niveau d'isolation des données qui est absolument indispensable dans le fonctionnement en cloud, et je facilite également le provisioning de mes nouvelles instances. La partie memory, le gain attendu évidemment c'est très orienté performance. Aujourd'hui ça arrive également sur Exadata. Je protège aussi mes données, c'est un message de Larry qu'il a passé lors de sa keynote d'introduction. On protège les informations maximum. Et puis enfin sur la partie PaaS, c'est le sujet. La partie IaaS est quasiment éludée aujourd'hui dans les discours, et même les keynotes ou les conférences qui sont autour de ça passent très très vite sur le sujet. Par contre, on commence à voir arriver de manière concrète le middleware as a service, et puis toute la notion de database platform as a service qui va amener, en plus de la disponibilité des environnements, des capacités d'administration facilitées. Voilà. Donc on va suivre les keynotes et les conférences aujourd'hui autour de ça également. On n'a pas beaucoup parlé de la couche Enterprise Manager, qui est quand même un petit peu le chapeau d'administration de l'ensemble de ces composants. Donc on va essayer également aujourd'hui peut-être d'assister à quelques sessions sur le sujet pour voir les avancées sur ce produit-là. Merci Philippe, merci aux experts. Vous remarquez que vous pouvez suivre toute la journée et filtrer sur OW14 le off, puisque nos experts au fur et à mesure des sessions envoient un petit tweet. On va enchaîner maintenant avec Michel Ribaud. Et les experts donc seront à disposition évidemment pour un dernier petit café dans une petite demi-heure. Merci messieurs. Et Michel Ribaud va donc directeur de la business unit middleware, va nous aider aujourd'hui à approfondir cette notion d'hybride pour une petite demi-heure qui nous reste. Désolé. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présent. Je pense que comme moi, on a appris plein de choses avec les experts. Donc un sujet intéressant en 2 mots, intégration, sécurité, et j'ai oublié un mot magique qu'on a entendu partout, c'est cloud. Donc on va aborder ce sujet-là. Alors Eugène sera avec moi pour présenter tout l'axe sécurité. Vas-y. Et moi-même. donc je ne vais pas avancer, vas-y, passe à la suivante. Donc, quel DSI n'a pas un projet de transformation dans son entreprise? Soit pour aborder des sujets de modernisation de son SI, donc à travers l'intégration d'applications, nouvelles ou anciennes, des mises à jour, d'augmentation de la performance, et bien évidemment de la sécurité. Sécurité au niveau de l'entreprise, pour l'introduction d'innovation, d'innovation pour répondre et pour aligner le SI aux enjeux métiers. D'innovation, nécessairement, il va s'appuyer sur les nouvelles technologies. Nouvelles technologies que sont la mobilité, le social, le big data, mais surtout, aujourd'hui, le cloud. Et sa transformation va pouvoir évoluer en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de la maturité du SI. Alors, pas de surprise, quand on regarde les tendances du marché, ce qui a été présenté par Larry,
il y a une croissance exponentielle du cloud dans toutes les entreprises. Hier, on a fait un petit sondage avec vous, donc on s'est aperçu que grande partie était déjà dans un mode cloud, soit avec des solutions SaaS d'Oracle, de Google, d'Amazon ou bien d'autres. Mais il y avait encore un chemin énorme à accomplir pour que vous puissiez bénéficier, qu'on puisse bénéficier de cette technologie. Mais avant tout, cette technologie, c'est l'avancée et la transformation vers du best of breed. Il y a quelques années, on est passé dans l'ère tout intégré. Et software as services, c'est bien la notion de service. Et on va chercher le meilleur du service chez chacun des fournisseurs. Et donc on est bien dans une logique best of breed, où on va combiner des applications on-premise, bien entendu, du cloud privé public. Et donc, comme par le passé, on entendait il faut supprimer les silos et détruire, et on est passé vers une logique intégrée, eh bien on retrouve ce chemin inverse qui consiste à intégrer un Salesforce ou un marketing ou un Sales Cloud. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le potentiel de l'outil, mais au niveau des données, on est isolé. Et elles sont complètement détachées. Et donc ça, c'est une des contraintes majeures au niveau de la trajectoire, la transformation, c'est comment utiliser la pleine valeur du SI, des solutions SaaS, pour pouvoir les intégrer de manière fluide au niveau des échanges, des flux, avec le système d'information. Autre élément, pour ceux qui ont vécu l'intégration de solutions cloud, moi j'en fais partie, je peux vous assurer que la complexité, elle est forte. Elle est forte au niveau de l'intégration. Parce qu'au niveau du potentiel, au niveau des fonctions même, quand il s'agit de gérer un forecast ou de traiter un panel de clients, les produits sont vraiment très très poussés, maîtrisent parfaitement le sujet. Mais quand il s'agit d'alimenter les premières données, de les intégrer bien évidemment avec le flux de réservation ou de prise de commande, donc là c'est une autre affaire. Et donc la problématique d'intégration, elle est forte. Pourquoi? Aussi parce qu'il n'existe pas de standard d'intégration. Il n'y a aucun standard. Il n'y a aucun standard. Vous pouvez avoir effectivement une logique orientée donnée, ensuite une logique comme le propose effectivement avec des couches web services. Mais si vous prenez une logique, alors je vais prendre 3 clouds différents, Salesforce, Amazon et Google, vous n'avez absolument pas la même logique et vous avez des contraintes cachées. Des contraintes cachées, à savoir vous allez pouvoir bénéficier que d'une partie de l'information à travers des API, vous allez avoir une bande passante qui va être extrêmement réduite, donc il n'y a pas de contraintes cachées. Et l'autre élément qui est extrêmement important, la sécurité. Et là, je vais laisser mon ami Eugène, parce que là aussi, il n'y a pas de standard. Me revoilà pour parler encore de sécurité. Donc, moi j'ai un projet actuellement en cours pour un cloud privé pour un de nos clients. Et ces questions-là, on s'est déposé très rapidement quand on a fait les premiers ateliers de définition d'architecture de la plateforme pour le cloud privé. Et notamment sur comment je vais, dans un premier temps, appliquer ma PSSI, ma politique de sécurité de mon système d'information, sur les éléments qui sont hébergés sur le cloud. Donc ça, c'est un vrai sujet, et le RSSI avec qui j'ai travaillé là-dessus a un peu transpiré, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas de réponse simple, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui doivent être respectés, notamment par rapport aux normes de sécurité des fameux critères DICT. Comment je vais appliquer au niveau de ma gestion des risques, comment je vais pouvoir classer mes applications sur la disponibilité, sur l'intégrité, sur la traçabilité et sur la confidentialité. Et aussi comment je vais pouvoir au niveau du contrôle interne passer les audits en respectant les exigences du contrôle interne. Donc ça, c'est des vraies questions
Le deuxième point qui est important, c'est que les normes ISO ne sont pas encore définies, elles sont en cours de développement. Alors il y a un certain nombre de critères qui ont été définis par l'organisme qui définit les règles d'implémentation du cloud. Le premier déjà, effectivement, c'est de respecter en termes de gouvernance les normes de gestion de risque et la compliance par rapport à des exigences du marché. Ça peut être comme dans la finance PCI DSS, HDS pour la santé, etc. Donc on se retrouve dans les contraintes qui sont identiques aux celles qu'on a chez les hébergeurs, renforcées finalement par la notion d'échange via les services et la notion de données. Il y a aussi un élément aussi qui vient aussi se rajouter, c'est l'aspect de législation et vis-à-vis des gouvernements, qui est illustré par le Patriot Act, qui oblige, en tout cas qui définit que les données hébergées sur la cloud doivent être sur le territoire. Donc il y a un certain nombre de critères, hein, je ne les ai pas mis parce que c'est assez long, donc c'est assez contraignant, parce que quand vous mettez vos données, on revient on va dire à l'échelle personnelle, hein, quand vous mettez vos données sur Google Drive ou je ne sais où, SugarSync ou les autres, vous ne savez pas où elles sont stockées. Elles peuvent être en Australie, aux États-Unis, vous ne le savez pas. Donc par rapport à des données classifiées comme des données à risque de l'entreprise, en tout cas des données qui nécessitent une certaine vigilance, vous avez une exigence de localisation qui doit être clairement définie sur le territoire. Donc ça pose un certain nombre de difficultés auxquelles il y a des questions, on va dire, se posent. La sécurisation du site, qui doit être, des sites, qui doit être clairement définie, et des logiciels. Donc là, c'est à la fois des aspects d'organisation, d'infrastructure matérielle, de connexion réseau physique, des problématiques de gestion des privilèges des personnes qui accèdent et qui sont habilitées à travailler sur vos plateformes, tant du point de vue de l'accessibilité aux locaux que de l'accessibilité aux logiciels. Donc ça va assez loin. Les connexions entre vos infrastructures privées, publiques, quel type de connexion on va définir, du VPN ou autre. Enfin, là, il y a la notion d'ACL sur le réseau pour sécuriser les accès réseau. Un point qui est très très important, c'est la confidentialité et la cartographie des données. Donc sur ce point-là, le Cloud Service Provider, dans les SLA, se doit de fournir une cartographie de vos données avec la contrainte qui est liée à la ségrégation des droits, finalement, de ne pas voir les données qu'il a chez lui. Donc c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Sur la sécurité des échanges, donc là on revient sur des couches assez on va dire assez standards. Si on prend pour l'intégration de l'application, sur les applications Oracle, on va parler par exemple des solutions de gestion d'identité avec du SSO, etc. Où on va pouvoir faire de la fédération d'identité. Je vais vous donner un exemple. Comment je fais quand j'ai une application PeopleSoft qui est localisée chez moi, que je vais interfacer avec une application qui est en cloud, comment je vais gérer le provisioning de mes privilèges de mes utilisateurs, sachant que j'en ai qui peuvent être dans l'entreprise, externes, des administrateurs techniques qui sont localisés au niveau de mon cloud. Comment je vais, on va dire, gérer ma gestion de droits, d'accès, de mes habilitations de toutes ces personnes. Donc les solutions de fédération d'identité permettent à peu près de faire ça. On a actuellement, où je vous parle, je suis en plein dedans parce que quand je rentre, j'ai un sujet à traiter là-dessus. Un autre point qui est important, c'est la résilience des sites au niveau du cloud. Oracle répond assez bien parce que les plateformes Oracle sont assez robustes par rapport à la disponibilité, la résilience, etc. Chez Amazon, pour avoir travaillé avec eux, c'est pas forcément le cas. Au niveau des règles élémentaires, par exemple, sur EC2, quand vous allez souscrire le premier niveau
d'acquisition pour une base de données, tout ce qui est sauvegarde n'est pas fourni. C'est pas fourni. Or que chez Oracle, c'est le standard. On a au moins la sauvegarde. Donc ça veut dire que pour un client qui n'a pas forcément les moyens ou les compétences et qui veut déléguer donc cette tâche c'est compliqué quoi. Donc on a eu à intervenir pour des clients dans ce contexte-là. Voilà. Un autre point qui est important, c'est le respect des standards. Donc il y a un certain nombre de standards, par exemple, qui permettent de garantir en termes de gestion d'identité l'accès multidomaine. C'est un vrai sujet dans le contexte du cloud. On appelle SIEM. Il y a les normes SAML pour les web services. Donc avec Oracle, on a des réponses avec WSL. Donc il y a un certain nombre de standards qui régissent finalement des briques de sécurité et qu'on doit garantir en fait sur on va dire toute la chaîne que ces standards sont respectés. Un point aussi qui est important du point de vue de la sécurité, c'est la procédure de sortie. Parce que je peux très bien dire je ne veux plus travailler avec Azure ou voilà. Et donc là c'est le flou. C'est le flou parce qu'il n'y a pas de normes. Donc ça pose de vraies questions. Et moi je suis assez vigilant de ça parce que je suis membre du Cloud Security Alliance, qui est une association qui suit les normes ISO et qui définit les règles de sécurité. Donc je suis notifié régulièrement de tout ce qui arrive. Et c'est vrai que là-dessus il y a de grosses inquiétudes parce qu'il n'y a rien là-dessus. Voilà. Donc pour revenir sur le contexte spécifique donc, de l'intégration d'applications, avec Oracle, on a un certain nombre de réponses techniques qui existent déjà. Toutes les suites IAM, du point de vue des logiciels, répondent à la problématique de SSO, de gestion d'identité. La prochaine version d'OpenStack, ça je l'ai noté parce que j'ai entendu ça hier, amène une réponse sur... attendez une seconde. Je pense que c'est aussi pour ça qu'Oracle l'a choisi. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça C'est mon voiture. D'accord. Bon, c'est pas grave, je le rajouterai dans la presse parce que j'ai pas le détail là, je le rajouterai dans la presse avant qu'on vous la communique. En tout cas, voilà, il y a des gros efforts en tout cas au niveau chez Oracle pour répondre à ces exigences-là, anticiper un petit peu sur les normes qui ne sont pas clairement définies. Pour le contexte des applications qui s'appuient sur les briques SOA, on a déjà les solutions techniques du point de vue logiciel. Elles sont déjà présentes avec toutes les suites IAM, SSO, OAM, gestion des accès, qui permettent de... Après, il y a un autre point qui est important, c'est l'audit et la traçabilité. Voilà, ça me revient. Donc OpenStack intègre une brique qui permet d'auditer les flux sur tous les domaines, on va dire, sur tous les clouds privés publics présents dans l'architecture. Voilà. Merci Eugène. Donc on a bien vu que le sujet de la sécurité est crucial, avec des réponses, mais aussi plein d'interrogations. Et ce qui est important lorsque vous intégrez une application dans le monde SaaS, il y a plein de questions qui se posent. C'est comment je vais alimenter la première fois les données. Comment je vais traiter les problèmes de sécurité, d'autorisation, de provisioning des users. Comment je vais me synchroniser avec les différents référentiels de l'entreprise. Comment je vais introduire des workflows avec une interaction multi-applicatif. Et puis aussi comment je vais pouvoir bénéficier de la mobilité. Donc il y a plein d'éléments qui se posent dès le premier jour. Dès le premier jour. Et ces éléments, il est indispensable d'avoir des éléments de réponse. Et comme je vous le précisais tout à l'heure, en termes de problématiques, l'introduction de SaaS oriente obligatoirement vers une logique service. Et si on n'y prend pas garde, on construit des silos.
et qui s'appuie sur un SI qui est souvent avec des milliers enfin des centaines d'interfaces, et on retrouve fréquemment le syndrome de l'informatique spaghetti. Software Services, service veut bien dire qu'on va vers une orientation totalement service, architecture service. Et la tendance, c'est l'orientation, comme a pu faire différents de nos clients, et en l'occurrence, je vais citer les 3 Suisses qui ont présenté à l'événement Oracle Middleware du mois de juillet, ils ont présenté exactement ce schéma. Ils ont cassé leur infrastructure, leurs différents SI, pour tendre vers une transformation totalement best of breed, intégration du cloud privé, massivement, le cloud public, de la mobilité, et pour avancer dans cette logique, ils ont mis en place une plateforme de médiation. Plateforme de médiation pour interallier et faire transiter tous les flux d'échange entre leurs applicatifs best of breed, mais aussi pour les piloter, pour les orchestrer. Les orchestrer, à savoir définir tout le workflow entre les différents échanges. Voilà. Et ils sont allés beaucoup plus loin, puisque au niveau de la supervision, ils ne sont pas cantonnés à la supervision technique, ils sont arrivés à un niveau de supervision fonctionnelle pour piloter le business et les indicateurs business dans cette logique-là. Alors là, j'ai cité 3 Suisses, j'aurais pu citer d'autres clients ici présents, pour ne pas les nommer, il y a Frédéric ou José ou Nicolas, qui ont lancé leur approche exactement dans cette logique-là, et pour l'échanger avec vous au cours des jours. De ce fait, non, il y a un seul qui a sauté, je pense. Ah bah non, il n'a pas sauté, c'est pas grave. De ce fait, la logique dans cette approche, c'est de gérer l'agilité. Gérer l'agilité, c'est gérer la flexibilité, c'est gérer l'évolutivité du SI. Et donc de pouvoir masquer les services à travers une logique de virtualisation et une plateforme de médiation. Ce qui fait que vous exposez des services pour qu'ils puissent être consommés. Donc vous avez des services dans le SaaS, vous les exposez, vous les consommez, et puis si demain vous changez de fournisseur ou de service, bien vous allez pouvoir, à travers la virtualisation, simplement interagir et modifier leur configuration. Autre élément qui est important, effectivement, c'est toute la sécurité. Quand on rentre dans le monde avec le cloud, eh bien nécessairement il y a des gateways dans la DMZ, donc il y a en plus des couches multiniveaux qui s'intègrent dans cet environnement tel que l'a pu présenter Eugène. Alors, très rapidement, du côté de DigiTeam, bon, on a appris en marchant et on a surtout rassemblé toute notre expertise à travers une offre de service qui s'appelle Cloud Unpack. Et dans cet autre service, vous allez avoir toute la partie formation, dans ce qu'a pu présenter Rémi, donc à travers Cloud Institute, la partie intégration, qui couvre aussi bien les volets intégration que de sécurité, la partie Cloud Operate, que va vous présenter Olivier demain, donc sur toute la partie opération, gestion du cloud, et en amont, donc Cloud Insight, effectivement, pour pouvoir travailler sur la trajectoire et définir les besoins et les poser et traiter tous les axes sécurité, opérationnelle, etc. Donc toute la phase amont de cadrage et d'architecture blueprint. Oui. Et si on vient sur la partie cloud intégration, effectivement, on est, vous le savez, on est avant tout 100% Oracle, donc on s'appuie sur les solutions Oracle Fusion Middleware, dans lesquelles on retrouve aussi bien l'aspect sécurité, intégration, portail, etc. Et l'objet, c'est, il y a plein de points d'entrée. Pour vous, comme pour nous, il y a plein de points d'entrée.
Il se peut qu'on traite, lorsqu'on est par exemple sur une solution Cybele, il va peut-être falloir introduire une solution de self-service pour interagir avec des couches novatrices dans la société. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la mobilité. Ça peut être du BPM ou des bus d'échange. Ça peut être, j'ai une application SaaS qui arrive, il va falloir l'intégrer. Donc, il n'y a pas un point d'entrée précis. Ça dépend de la logique de votre business et de vos priorités pour pouvoir aborder. Néanmoins, l'objet derrière, c'est de standardiser, simplifier, innover. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons pouvoir œuvrer avec vous. Donc, je ne vais pas faire le balayage, mais en tout cas, on a toute une série d'offres préétablies qui sont certainement à définir en fonction de vos besoins. Tout ça pour dire que le sujet du cloud, on ne peut pas passer outre. Il va y avoir encore une vague déferlante assez importante, puisque tous les acteurs sont dans le sujet, et surtout d'un point de vue tarif, d'un point de vue prix, il va y avoir encore des chutes de coûts réduits plus importants, et donc nécessairement on va y aller encore un peu plus. Et pour ce faire, il est indispensable d'avoir une lecture sur les sujets qui sont critiques dans toutes les entreprises, l'intégration et la sécurité. Voilà, merci. Merci Michel. Bon, on est plutôt pas mal, il nous reste 6 minutes. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de revenir vers vous si vous avez des questions sur cette partie cloud hybride, puisqu'on a la chance d'avoir des clients qui ont déjà commencé le chemin, ou des questions pour les experts aussi. Toujours la première, la plus dure. Et bien donc, on va prendre un dernier café. Il nous reste quelques t-shirts EasyTeam. Pour ceux qui ne les ont pas encore récupérés, vous pourrez les récupérer ici. Merci aussi de bien remplir si vous voulez gagner le drone de demain. Fabrice en Gérard ne pourra pas jouer. Hein. Merci pour les fiches qualité. Et à demain. Merci beaucoup. J'ai publié l'article parce que j'en avais besoin pour préparer ma newsletter. J'ai publié l'article parce que j'en avais besoin pour préparer ma newsletter. Parce que vraiment j'ai envoyé pour ce soir, pardon, Ça tourne encore ?